Lundi 6 février 2023, Yves Le Pestipon proposait à la librairie Ombre Blanche à Toulouse un classique au détail autour de la fable de La Fontaine, Les deux amis. Bonne écoute à toutes et à tous. Bon, je vois que La Fontaine attire toujours pas mal de monde, et donc en particulier cette fable qui s'appelle Les deux amis. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude de venir, bon, le lundi, tous les mois à peu près, on présente ici un texte littéraire ancien entre le XVIe et le XVIIIe siècle de littérature française. On va dire on est vraiment très, très strict avec Christian Torel. On s'est dit XVIe, XVIIIe siècle, on s'interdit le XIXe siècle. On a fait une pointe ou deux parfois dans le XVe siècle avec Villon, enfin l'extrême fin, voilà. Et puis, bon, comme ce sont des explications de texte, et comme évidemment c'est un peu difficile de faire des explications de texte sur texte étranger, on les fait donc sur le texte français. Et donc voilà, ces textes que l'on connaît parfois très bien de littérature et parfois un peu moins bien. Souvent La Fontaine, on connaît assez bien. Donc je vais commencer simplement par lire cette fable qui, j'ai un ami qui s'appelle Michel Brun qui s'occupe de l'ensemble baroque de Toulouse. À chaque cantate sans filet, il explique et chaque fois il a raison que c'est la plus belle cantate qu'on va donner aujourd'hui. Mais là, je limite un petit peu. Il est évident que c'est la plus belle fable de La Fontaine parmi à peu près les 300 fables de La Fontaine. Donc Les deux amis, qui est une fable du livre 8 des fables, la 11e fable. Les deux amis, deux vrais amis, vivaient au Monomotapa. L'un ne possédait rien qui n'appartint à l'autre. Les amis de ce pays-là valent bien, dit-on, ceux du nôtre. Une nuit que chacun s'occupait au sommeil et mettait à profit l'absence du soleil, un de nos deux amis sort du lit en alarme. Il court chez son intime et éveille les valets. Morphée avait touché le seuil de ce palais. L'ami couché s'étonne, il prend sa bourse, il s'arme, vient trouver l'autre et dit « Il vous arrive peu de courir quand on dort. Vous me paraissiez homme à mieux user du temps destiné pour le somme. N'auriez-vous point perdu tout votre argent au jeu? En voici! S'il vous est venu quelque querelle, j'ai mon épée, allons! Vous ennuyez-vous point de coucher toujours seul? Une esclave assez belle était à mes côtés, voulez-vous qu'on l'appelle? Non, dit l'ami, ce n'est ni l'un ni l'autre point, je vous rends grâce de ce zèle. Vous m'êtes en dormant un peu triste apparu, et j'ai craint qu'il ne fût vrai. Je suis vite accouru. Ce maudit songe en est la cause. Qui d'eux aimait le mieux? Que t'en semble, lecteur? Cette difficulté vaut bien qu'on la propose. Qu'un ami véritable est une douce chose. Il cherche vos besoins au fond de votre cœur. Il vous épargne la pudeur de les lui découvrir vous-même. Un songe, un rien, tout lui fait peur quand il s'agit de ce qu'il aime. Voilà un texte vraiment étonnant, merveilleux, qui ne ressemble pas tout à fait à ce qu'on appelle parfois les fables de La Fontaine. C'est pas des animaux, c'est même pas des plantes, c'est pas une cigale, c'est pas une fourmi, c'est pas un chêne, c'est pas un roseau. C'est pas très drôle. Et ce sont des êtres humains et ce sont des hommes en particulier. Alors cette fable, pour la lire simplement, cette fable oblige à convoquer le monde entier. Vraiment le monde entier. Donc évidemment Toulouse. Puisque vous le savez, évidemment, on en est sûr à Toulouse. Toulouse est le centre absolu du monde et rien n'est plus important à Toulouse que le père Poussine, qui compte énormément pour cette fable. Alors, ceux qui croient qu'il s'appelle le père Poussine, comme il est question de Pantin, qu'on appelle Pantine, parfois depuis quelque temps, le maire de Pantin, voilà. Non, le père Poussine, le père Pierre Poussine, qui n'a pas de rue à Toulouse, qui est un des personnages les plus importants de l'histoire de Toulouse intellectuelle, qui est né à l'Aurac et qui est mort à Toulouse en 1693, je crois, si je me souviens bien, est un personnage très très important pour cette fable. Il est un transmetteur essentiel. Sans lui, probablement, sans l'année 1666
dans lequel il publia le fameux Specimen Sapientiae Enderum Veterum, que tout le monde va lire après cette séance-là. Eh bien, sans 1666, sans cette publication-là, 1666, remarquez bien entendu qu'il y a 666, c'est-à-dire le chiffre du diable, il n'y aurait pas la fable des deux amis. Alors pourquoi ? Pour évidemment parler de ça, il faut immédiatement partir en Inde, il faut passer par la Perse, il faut naturellement passer par le monde arabe, il faut parler grec, bien entendu, il faut passer par Toulouse, le quartier, on n'est pas dans les quartiers des banlieues, on est le quartier, la rue du Thor, par là, et enfin, on arrive à Ombre Blanche ce soir. Alors effectivement, dans les notes de bas de page de cette édition, et en particulier dans l'excellente édition de la Pléiade que j'ai préfacée, voilà, et qui paraît-il est le Pléiade qui se vend le plus en ce moment, voilà, mais c'est pas grâce à moi, c'est toujours grâce à La Fontaine. Dans les notes de bas de page, dans cette édition en particulier, il y a écrit que cette fable vient d'un certain Pilpay, P-I-L-P-A-Y. Peu de précisions sont apportées en général sur ce Pilpé. Et donc on sait que souvent les fables de La Fontaine viennent d'Ésope, c'est-à-dire d'une tradition grecque, même si elle s'en racine plus loin, parfois de Phèdre. Phèdre est un auteur latin qui mettait en vers des fables, souvent elles-mêmes d'Ésope. Et donc l'essentiel des fables des premiers livres de fables, La cigale et la fourmi et les autres, viennent en effet de cette tradition grecque et romaine. Quelques fables viennent du Moyen-Âge et quelques fables par-ci par-là viennent d'ailleurs. Quelques-unes ont été inventées absolument par La Fontaine. Par exemple, une fable au livre 1 qui s'appelle L'homme et son image. C'est essentiellement une fabrication de La Fontaine pour rendre hommage à La Rochefoucauld. Mais il y a deux principaux recueils de fables de La Fontaine. Le premier est publié en 1668 et donc s'appelle Fables choisies mises en vers par Monsieur de La Fontaine. Et puis, comme le succès est considérable, évidemment, les gens demandent à La Fontaine de continuer, mais La Fontaine n'a pas envie de faire la même chose. Il va donc faire passer un peu de temps, il va écrire, et il va en 1678 publier un second recueil de fables dans lequel il y a 5 livres, mais des fables assez différentes, elles sont plus longues en général, elles sont plus compliquées quant à leur morale et autres, elles sont parfois un peu moins connues du public parce qu'elles sont plus longues, même si la première d'entre elles est très connue, et surtout après le confinement, la première d'entre elles, c'est Les animaux malades de la peste. On a beaucoup lu cette fable-là. Mais un des aspects nouveaux qu'il apporte à ces fables, c'est qu'au lieu de se contenter d'aller puiser dans la tradition gréco-romaine, gréco-latine, il va puiser dans des fables orientales. Il emploie lui-même ce terme de fable orientale. Il a des raisons pour le faire, parce que Louis XIV a eu quelques alliances avec la Turquie. On en voit quelques traces dans une pièce très célèbre de Molière, qui est Le bourgeois gentilhomme. Il y a le grand Mamamouchi qui se balade. Mais il y a un certain nombre de géographes, de gens comme Bernier, qui connaissaient La Fontaine, qui vont se promener en Inde ou qui ramènent d'Inde un certain nombre de choses. Il y a des gens au XVIIe siècle qui vont très loin. Par exemple, si on se rend à l'hôtel de la César, dans le lieu des Jeux floraux, l'homme qui a fondé les Jeux floraux est un ambassadeur de France au Siam, Simon de la Loubert. Il ramène effectivement le texte du voyage au Siam. Il y a toute une série de voyageurs qui ramènent des textes divers et variés d'Orient, d'Inde, de l'Iran actuel, de Chine ou d'ailleurs. Parmi ces textes, effectivement, il y a des textes qui sont regroupés sous le nom de Pilpay. Alors, qu'est-ce que c'est que Pilpay ? Pilpay, sans doute, n'a jamais existé vraiment. Il n'y a jamais eu un monsieur qui s'appelait Pilpay, mais c'est un peu comme Ésope. Il y a un ensemble de textes très anciens qui sont regroupés dans la tradition occidentale surtout, mais avec une antériorité arabe, sous ce nom de Pilpay. Il y a donc un pays immense, un continent qui s'appelle l'Inde, dans lequel on a beaucoup écrit, à peu près autant où écrivaient des gens comme, publiaient, pensaient, des gens comme Socrate ou Platon. Et donc on sait bien qu'il y a au moins 2 grandes traditions très anciennes en dehors de la Chine, qui sont la tradition indienne et la tradition, disons, grecque et puis méditerranéenne. Quelque part autour du IIIe siècle avant Jésus-Christ, est publié un ensemble de textes qui s'appelle le Panchatantra. Panchatantra, bon, très bien. Alors, bon, c'est des textes, des récits à des significations religieuses, philosophiques ou autres, qui contiennent un grand nombre de récits qui ont une de leurs fonctions, c'est d'éduquer le prince à être un bon prince. Et donc on propose une série de récits, d'aventures, etc., qui vont être effectivement des textes qui vont se mettre à circuler, et se mettre à circuler peu à peu dans l'ensemble du bassin méditerranéen, dans le pays grec, etc., et qui vont peu à peu prendre le titre d'ailleurs des aventures de Kalina et d'Hymna. Et si vous allez à Ombre Blanche enrichir Christian Torel, qui sera très content, voilà, vous trouverez dans le Raison Compte, effectivement, des traductions récentes de Kalina et d'Hymna, ce qui est un nom possible pour une partie du Panchatantra.
Pourquoi ces noms de Kalina et Dimna? Ces deux personnages sont des chacals, il y en a un qui est roux, l'autre qui est blanc, qui sont dans un des premiers contes du Kalina et Dimna, et donc il leur arrive des aventures, etc. Et donc sous le nom de Kalina et Dimna, ce texte circule dans le Moyen-Orient, et il va être au bout du compte traduit en arabe par un type qui est un persan d'origine, mais qui se convertit à l'islam, disons sunnite, et qui va traduire autour de 750 à peu près. Ce texte-là, il s'appelle Salim Moukafa, et ça ne va pas lui réussir parce qu'à 36 ans, il va finir décapité à Bassora par d'autres types qui ne sont pas d'accord avec lui. Et donc ce texte se met à ce moment-là à circuler dans le monde arabe, peu à peu, tranquillement, voilà, le texte de la conduite des princes, et il va se balader jusqu'en Europe, en passant par les Arabes, et au XIe siècle, un type va le retraduire à partir de l'arabe en grec. Et puis, il va se mettre à circuler dans le Moyen-Âge européen, roman, puis gothique, on va dire, XIIe, XIIIe siècle, et ça sera un ensemble de contes, de récits, etc., d'origine orientale, qui, peu à peu, sont attribués à un certain Pilpay. On ne sait pas très bien qui c'est, mais ça ne fait rien, voilà, et ça va prendre différents titres, en gros, qui disent toujours la même chose, le livre des merveilles, le traité de la conduite des princes, diverses choses de ce genre. Et c'est ainsi qu'il arrive jusqu'au XVIIe siècle, après des traductions au XVIe siècle, qu'il modifie un peu. Il est traduit autour de 1640 en français, et puis il va être retraduit une nouvelle fois, mais en latin, en 1666, par le Pierre Poussine. Et là, on est à Toulouse. On est à Toulouse, mais naturellement, ça ne suffit pas. Le type traduit ça à Rome, parce que c'est un jésuite. Bon, il faut toujours beaucoup aimer les jésuites. Ils sont extrêmement précieux au XVIIe siècle, les oratoriens et les jésuites. Ils travaillent beaucoup, etc. Et ce sont des gens qui, effectivement, font beaucoup circuler la culture en général. Alors, qui est le Pierre Poussine, le brave Pierre Poussine? Bon, c'est typiquement un érudit du XVIIe siècle. Bon, il naît à Laurac. Laurac, c'est ce petit village pas très loin de Castelnaudary, un peu perché, d'où vient le nom du Lauragais. Et donc, même à Laurac peut naître quelqu'un qui s'appelle Poussine, Pierre Poussine, et ce type va donc faire des études pour devenir religieux. Il fait ses études à Montpellier, à Toulouse et un peu à Béziers, et il va être professeur de théologie dans les collèges toulousains, et en particulier dans les collèges qui se trouvent rue du Thor. Et là, donc, ça sera un grand professeur, et il va aller, on va dire comme tout le monde à l'époque, quand il a 35 ans, 40 ans, aller circuler du côté de Rome, et donc il va vivre essentiellement à Rome, c'est l'époque où Poussine a pu rencontrer qui à Rome? Poussin. Parce qu'effectivement, la France envoie au même moment Poussine et Poussin. Poussin, c'est le peintre, Poussine, c'est le théologien. Et donc Poussine rencontre un tas de gens, dont la reine Christine de Suède. Il est financé par les Barberini, par les Orsini, ce qui est un peu compliqué. Enfin voilà. Bon, donc il vit là-bas, il fait de la théologie, il écrit et il traduit un tas de trucs qui viennent de Grèce, d'Orient ou d'ailleurs, parce qu'il est plus ou moins polyglotte. Et parmi ces choses, donc en 1666, à Rome, il publie les textes qui viennent d'Orient, le fameux Kalina et Dimna, sous le trait de spécimens, échantillon, si on peut dire, miroir, de la sagesse des anciens Indiens. Et ceci est traduit en latin, donc pas de problème. En 1666, il arrive évidemment ce livre dans les bibliothèques françaises. Bon, des gens comme La Fontaine lisent le latin sans aucune difficulté. Enfin voilà, pour eux c'est même presque aussi facile que le français sans difficulté. Donc ça ne pose pas de problème. Ils n'ont pas besoin de faire les hippocagneux du petit latin pendant des heures et des heures. C'est leur langue vraiment de lecture en général, de manière extrêmement sérieuse. Et donc La Fontaine a sous les yeux plusieurs textes qui viennent d'Orient, dont le texte du Pierre Poussine, qui n'est pas à Toulouse à ce moment-là. Il reviendra à Toulouse et il mourra à Toulouse. Donc c'est un grand Toulousain, c'est un très grand traducteur, très important. Et si vous voulez avoir plein d'informations sur le père Pierre Poussine, eh bien vous allez sur la page Wikipédia et vous avez le spécialiste de Poussine, il y a un poussinologue, voilà, qui a fait énormément de documentation sur ce personnage vraiment très important. Voilà. Et donc ce qu'il faut faire, c'est la BD Poussine à Rome, autour de 1650, par là. Leurs aventures ont dû être intéressantes. La Fontaine reçoit ce livre et là-dedans, effectivement, il va puiser un certain nombre de textes qui vont être les sources pour une partie des livres 7, 8, 9, 10, 11 des fables. Donc, c'est toutes les fables qui sont appelées fables d'origine orientale qui viennent de Pilpay. Par exemple, au début du rat qui s'est retiré du monde, il y a des questions. Les Levantins, en leur légende, disent qu'un certain rat a des soins d'ici-bas, etc. Bon, tout ça, ça vient de Pilpay, enfin, ça vient de tout cela. Et toute une série de fables viennent effectivement de Pilpay. Donc, c'est pour lui qui est véritablement un bricoleur. Il va puiser à droite, à gauche, il lit un peu tout, il associe les choses. Il mélange sans aucun problème les anciens et les modernes. Effectivement, Pilpay est une source nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'il trouve là-dedans ? À l'intérieur d'une fable qui raconte l'histoire de 4 animaux, qu'il va utiliser d'ailleurs dans le livre 12 des fables. Il y a 4 animaux qui rivalisent d'amitié entre eux. Voilà. Il y en a un d'entre eux, qui est le rat, qui raconte à ses copains une histoire. Il raconte l'histoire qui est celle-là, les 2 amis. Vous voyez, du côté des sources, on est obligé de convoquer la bibliothèque entière. C'est un texte en latin
qui vient d'un texte lui-même traduit en grec depuis l'arabe. Le texte traduit en arabe, c'était en fait du persan avant, et puis c'était de l'indien, quoi. Enfin, je ne sais pas quelle était la langue dont il est question. Donc il y a un paysage tout entier. Mais ça ne suffit pas à La Fontaine, parce que, bon, voilà, il ajoute le monomotapa. Alors, le monomotapa, c'est ni à Toulouse, bon, jusqu'à présent, ni à Paris, ni à Rome, ni en Inde, ni en Italie, ni en Grèce, ni etc. Le monomotapa, c'est dans le canal du Mozambique. Alors, le monomotapa, on ne sait pas très bien où c'est, mais c'est là-bas. Alors, le monomotapa, donc, à la fois, c'est un pays, pour La Fontaine, c'est un double sens. D'une part, c'est un pays, il n'est jamais allé, évidemment. Lui, il n'est jamais sorti de Château-Thierry, Paris, et un petit exil à Limoges, très rapide, pendant quelques jours, pour constater que c'était pas terrible. Bon, il a quand même eu le temps de déjeuner avec l'oncle de Madame de Lafayette, Monseigneur de Lafayette, etc., et de remarquer que les limousins n'étaient pas tous idiots et que la table était bonne. Bon, très bien, mais enfin, il remonte rapidement. Donc, il n'a pas vu la mer, il n'a pas vu la montagne, je sais pas, il n'a même pas vu Vulcania. Enfin, par exemple, il n'a pas vu Vulcania, c'est incroyable. Enfin, voilà, il n'a pas vu le Mont-Saint-Michel. Enfin, tout ça paraît un peu incroyable. Bon, il est resté à peu près à Paris et à Château-Thierry, et donc il n'est pas allé au monomotapa, pas plus que Racine, Corneille et les autres. Ce qu'il savait vaguement par quelques textes, il y avait un royaume très loin, quelque part au sud de l'Afrique, dans lequel il y avait de l'or, beaucoup d'or, et dont les Portugais s'étaient emparés au XVIe siècle, qu'on appelait le monomotapa. Mais comme c'était très loin, c'est vrai très bien où c'était, ça jouait sur ça existe, mais c'est super loin, et ça n'existe pas. C'est un pays un peu imaginaire, hein, comme il y en a dans les tableaux de Philippe Vercellotti, des pays comme ça, on ne sait pas très bien voilà, où ils sont, ni à quoi ils ressemblent exactement. Donc quand on écrit le monomotapa, il convoque une autre tradition, on va dire moderne, et africaine, moderne, parce que c'est les Portugais qui ont ramené ça. C'est aussi des auteurs contemporains qui ont parlé un petit peu du monomotapa, contemporain pour lui, c'est-à-dire des textes écrits autour de 1650. Et donc, il fait arriver cette tradition-là du monomotapa de l'Afrique dans une tradition, elle, alors orientale, etc., qui ne sait rien du monomotapa. Hein, voilà. Le monomotapa, c'est un rajout de La Fontaine. Et puis, le vers est fabriqué, c'est un vrai bricolage, parce que les vrais amis, c'est aussi une citation. Alors, vous savez, bon, il y a des auteurs qui aiment beaucoup citer les autres auteurs sans qu'on le voit à tous les coups. Voilà. Donc c'est par exemple Georges Perec. Et si vous lisez la vie mode d'emploi de Georges Perec, à la fin, enfin, dans les bonnes éditions, vous avez une liste des citations qui sont prises à droite et à gauche dans les films, les BD, les romans, tout ce qu'on veut. Et donc par exemple, il entra, bon je ne sais pas, il y a petite note de bas de page, il entra, un polar de je ne sais pas qui, voilà, de Mallet, page 803, tac, il entra, voilà, des citations. Voilà. Et donc pas nécessairement des citations des grands hommes ou des grandes dames, voilà, des citations qui viennent un peu partout. Et évidemment, les vrais amis, ça vient de l'Astrée. L'Astrée, c'est le roman qu'adorait La Fontaine quand il était jeune. Bon, certains, maintenant, les jeunes regardent des séries américaines, c'est très bien. À l'époque, on lisait, on regardait aussi, parce qu'il y avait parfois des illustrations, l'Astrée d'Honoré d'Urfé. Qu'est-ce que c'est l'Astrée? On en a lu, je crois, un passage une fois ou l'autre. C'est une espèce de long roman fleuve avec des épisodes qui s'emboîtent les uns dans les autres, dans lequel, dans une campagne de fantaisie, quelque part dans le pays du Lignon, c'est-à-dire le nord du Massif central, pas très loin des zones de Roanne et Saint-Étienne, un peu entre les deux, dans lequel Honoré d'Urfé, qui était de là, de la bâtie d'Urfé, imagine des bergers merveilleux, imaginaires. C'est le loft, un habit de berger, avec des très jolies filles, très pures, enfin, et quand même un peu garces, et puis des très beaux bergers, très gentils, qui se racontent des histoires d'amour. Ils font pas beaucoup d'agriculture en réalité, hein. Ils sont essentiellement occupés à se dire des choses très belles et à se retrouver sous les arbres et à se raconter des histoires. Et donc dans l'Astrée, il est question de l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Bien entendu, ce qu'on a évoqué la dernière fois dans un texte, La carte de Tendre, qui est une des origines pour La Fontaine. Il est question aussi de l'amitié. Et donc il est question de qu'est-ce que c'est qu'un véritable amour, mais qu'est-ce que c'est qu'une vraie amitié. Et donc plusieurs fois dans l'Astrée d'Honoré d'Urfé, on voit réapparaître à propos d'hommes cette expression de les vrais amis. Les vrais amis, c'est qui est donc une citation. Et donc voilà typiquement un vers de La Fontaine. Il y a une tradition française, récente pour lui, moderne, mais pour lui presque d'enfance, d'adolescence. Comme pour moi, bon, j'ai lu Tintin quand j'étais petit, et lui il lisait l'Astrée. Bon, c'est exactement pareil. Donc Tintin, pour moi, je vibre d'émotion quand je le lis, quoi. Voilà, parce que simplement, j'avais 10 ans quand je le lisais. La Fontaine lui lisait l'Astrée. Bon, il y a cet effet pareil. Comme tous, on a 2 ou 3 chansons comme ça qu'on adore, qui sont complètement nuls, mais que bon, enfin, voilà, c'est comme ça. Nicolas Perrac, bon, je pourrais me battre pour Nicolas Perrac, d'autres pour Serge Lama ou d'autres trucs comme ça. Voilà. Pour La Fontaine, c'est l'Astrée. Bon, d'un côté, l'Astrée, une expression française très intéressante parce que on va voir qu'est-ce que c'est que de vrais amis. Hein. Et de l'autre côté, le monomotapa.
Alors ça vient d'autres auteurs, d'auteurs plus récents, et de la modernité. Et puis c'est un mot qui est rigolo. Jean-Marie Champagne, avec qui on prépare le Festival des Bruissonnantes pour la fin du mois de mars, donc avec la poésie un peu sonore, etc., on voit très bien Sébastien Lespinasse, qui est un des fondateurs de ce festival, apparaître en scène et nous dire pendant un quart d'heure monomotapa, monomotapa, monomota, mono, etc. Bon. Et donc on est sur quelque chose qui phoniquement est comique, drôle, et qui n'est pas du tout comme de vrais amis vivaient. Donc on a deux enracinements très, très différents, les vrais amis, l'Astrée, la France, la beauté harmonieuse de la langue française, les vrais amis, la liaison, enfin tout ce que vous voulez dans ce genre, voilà. Et puis toute la thématique qui passe à travers l'Astrée, mais aussi à travers la carte du temps, à travers Mademoiselle de Scudéry, la Clélie et compagnie. Qu'est-ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que c'est que l'amitié, enfin. Et puis ensuite, évidemment, en face, vous avez un truc un peu rigolo, hein, on ne sait pas très bien où c'est, monomotapa, et on sent bien qu'avec un tambour, un tam-tam, on y va, en rappant, on peut faire monomotaper les uns les autres, etc. En plus, c'est rigolo parce que amis, évidemment, ça, c'est la paix, enfin peace and love et tout ce que vous voulez. Et monomotapa, tapa. Enfin voilà, bon, on est parti sur des tas de jeux possibles dedans. Donc on a un contraste maximum qui est typique des vers de La Fontaine. Bon, la poésie, c'est pas simplement, enfin c'est parfois pour certains pleurer aux sanglots longs avec les feuilles mortes qui s'accumulent, etc. En se leur moyant un petit peu. Vous voyez la tradition un peu Lamartine, enfin qui a que toute sa valeur. Mais ici, on est devant une poésie qui met en corps la langue véritablement. Vous avez une formule de quelqu'un que j'aime beaucoup qui est Méchonique, Henri Méchonique, qui est mort il y a pas très longtemps, qui dit la poésie c'est un maximum de corps dans la langue. Il y a une présence vraiment du corps dans la langue et de telle manière que le poème, le vers même, chacun des vers, fait vraiment corps. Et deux vrais amis vivaient au monomotapa, mais il n'y a rien à changer, c'est comme ça, c'est absolument nécessaire, ça fait corps, ça circule dans un sens et dans l'autre, dans tous les sens, ça fait un bloc véritablement. C'est pas du tout comme s'il avait écrit deux vrais amis vivaient quelque part du côté de l'Ariège ou dans l'Aveyron. Voilà, monomotapa fonctionne très bien. Alors ça, c'est vraiment une invention, une création de La Fontaine, parce qu'en effet, chez Pilpaï et chez les traducteurs de Pilpaï qui se succèdent en français, en latin, etc., il n'y a pas cette idée-là du monomotapa. Il n'y a pas cette idée-là. Il ajoute quelque chose qui est une invention absolue, qui transforme une idée. Il y a de vrais amis. Il était une fois de vrais amis. Voilà ce qu'il aurait pu écrire. Éventuellement, quelque part, il y avait de vrais amis. Enfin, il y a ce genre de choses. Ça suffit du point de vue du sens. En quelque chose qui est un vers poétique, mais pas poétique au sens sentimental, triste, mélancolique, etc., mais poétique en ce sens, c'est une création dans la langue avec laquelle le lecteur, qui s'appelle Lucchini, moi ou n'importe qui, a envie de faire potentiellement quelque chose. En même temps de rire et en même temps de rêver. Les deux à la fois, en même temps. C'est ça qui est vraiment assez fort dedans. Yves Le Pestipon à la librairie Ombre Blanche, lundi 6 février 2023, autour de la fable de Jean de La Fontaine, Les deux amis. Alors évidemment, il y a le mot ami, qui est au départ deux vrais amis. Alors si bien sûr La Fontaine emploie ce terme-là, c'est que ce terme lui importe énormément pour lui, mais aussi pour l'histoire de la pensée, de la morale, disons en Occident depuis bien longtemps. C'est pas du tout évident de se dire qu'est-ce que c'est que les amis. On le sait, chacun d'entre nous. Est-ce que monsieur ou madame est un ami ou n'est pas un ami? Le glissement entre l'amour et l'amitié, toutes ces choses-là, on sent que c'est pas très facile à définir, mais on sent en même temps que c'est une chose vraiment importante. Et que c'est une chose vraiment importante dans des sociétés dans lesquelles les gens sont sous des régimes peut-être un peu tyranniques, ce qui peut être le cas pour nous, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'effectivement, un ami, c'est quelqu'un avec qui on va pouvoir constituer une sorte de micro-société d'entente dans un monde dans lequel la suspicion règne généralement. Je me souviens d'un ami qui était croate, je reprends encore ce terme ami, qui m'expliquait en gros ceci, il s'appelait Ivan Boric, qu'en Croatie, du temps où c'était la dictature communiste, oui, à peu près, c'était à l'époque la Yougoslavie, le Tito, donc c'était pas très rigolo. Donc tout le monde se saoulait vraiment quand on allait chez des copains, mais se saoulait intégralement. Non pas par alcoolisme, mais parce que si on allait chez le copain en se saoulant pas totalement, eh bien, on marquait une défiance absolue. Parce qu'en effet, quand on est totalement sous, vous comme moi, on va dire n'importe quoi. Et on va dire Tito pour le Toto, enfin un truc comme ça. Et ça veut dire, si je suis sous, j'admets que je vais dire n'importe quoi, mais surtout, je crois que
celui qui me reçoit, donc mon ami, ne va pas me trahir. Et donc l'amitié est tout à fait importante, c'est la confiance que j'ai absolument dans un espace violent potentiellement. Bon, le régime de Tito ou n'importe quoi, le régime de Louis XIV, hein, c'était pas terrible non plus, voilà. Mais bon, évidemment, du temps de Rome, c'était pas terrible non plus. Comment effectivement trouver un espace dans lequel, en dehors de la vulgarité absolue, pour ces gens-là, le peuple, le bas peuple, hein, c'est vraiment la vulgarité absolue, hein, bien sûr, étant donné qu'on est sous le contrôle du prince qui nous domine, qui s'appelle Auguste, Néron ou un autre, trouver un espace dans lequel on peut se parler, on peut se rencontrer, on peut s'aimer. C'est pour ça que ce thème est essentiel dans la philosophie antique, grecque et en particulier romaine. Il y a des quantités de traités sur l'amitié composés par Cicéron, par Sénèque et autres. C'est une grande question. Étant donné que nous sommes, alors je me mets à la place de Cicéron et de Sénèque, des gens cultivés, assez riches, éduqués, capables de ceci, cela, qu'est-ce que c'est qu'avoir un ami? C'est essentiel, parce qu'on bon, ne peut pas être ami avec les esclaves, à leurs yeux, hein, que les esclaves entre eux soient amis, parce qu'ils sont dans une telle misère intellectuelle et morale, etc. On n'est pas là. L'amitié, c'est possible entre des gens qui ont un palais, dans des gens qui ont vraiment de quoi survivre tranquillement. Mais par-dessus, potentiellement, il y a Auguste, Néron ou qui on veut, qui nous surveille redoutablement, plus potentiellement la religion, n'importe quoi. Et donc, c'est cet espace dans lequel on va trouver une égalité, c'est vraiment très fondamental, et une confiance totale de l'un à l'autre. Donc, question fondamentale dans beaucoup de travaux de philosophie, dans l'Antiquité, ça continue au Moyen-Âge, l'amitié. Qu'est-ce que l'amitié? L'amitié entre deux hommes, qui sont généralement, évidemment, la possibilité de la question d'amitié entre un homme et une femme, la question de l'amitié entre des femmes, etc., étant entendu que c'est une espèce d'espace utopique, merveilleux, que l'on peut créer à l'intérieur d'une société pensée comme violente, aussi bien en bas qu'en haut, hein, dans les deux sens. Comment trouver une amitié? Évidemment, des quantités de traités ont été écrits, des quantités de réflexions. Une des plus célèbres pour nous, c'est celle de Montaigne. Montaigne, on sait bien l'histoire de Montaigne et la Boétie, bien sûr, parce que c'était lui, parce que c'était moi. On connaît l'histoire, Montaigne, déjà vieux, rencontre le jeune, la Boétie, nettement plus jeune, et ce jeune, la Boétie, est très prometteur, il va mourir très jeune, et Montaigne, instantanément, bon, voit que le type est plus ou moins génial, hein, du côté de Sarlat, bon, il est ambitieux politiquement, voilà, et il va travailler à publier un certain nombre de travaux de la Boétie, qui sont très brefs. Et vous savez qu'une partie des essais, au centre, il y a les poèmes, 24 poèmes de Étienne de la Boétie, qui sont assez remarquables, et donc c'est le cœur. Mais Montaigne dit de cette amitié qu'elle est immédiate, et il donne comme raison parce que c'était lui, parce que c'était moi. Donc c'est une sorte de coup de foudre d'amitié vraiment fondamental. Quelque chose se passe entre deux hommes d'âge différents, de bon niveau social, hein, dans les deux cas. Et d'un seul coup, ils se comprennent, ils s'aiment, ils s'accordent parfaitement, et il y a quelque chose de très physique, hein, presque à l'intérieur de ça, qui n'est pas caché véritablement. Et donc c'est un exemple très fort de l'amitié tel qu'il est pensé dans cette période des guerres de religion. Parce que là, avoir des amis, c'est compliqué aussi. Parce que là, tout le monde se bat de tous les côtés. Donc, des compagnons de lutte, on peut en avoir, mais à tout instant, ils se trahissent les uns les autres dans tous les sens. Et donc, c'est très difficile, les questions d'amitié. Et c'est d'autant plus difficile dans ces époques, qui pour nous sont un peu lointaines, qui sont des époques où les gens sont prêts à se trahir les uns les autres pour n'importe quoi, enfin pour la politique. L'autre jour, j'étais à Castelnaudary et je racontais les aventures du prince de Conti. Vous savez, le prince de Conti, qui est un protecteur de Molière à un moment, jusqu'au moment où il a attrapé la syphilis et se convertit à l'Église catholique, ça arrive à tout le monde, mais il avait un frère qui était le Grand Condé. Et donc c'était deux frères, des grands seigneurs, hein, véritablement. Deux grands seigneurs qui se sont affrontés l'un l'autre militairement, ils se sont trahis systématiquement les uns les autres. Tout le monde trahit tout le monde. Et donc on est dans un monde, on va dire, de mafia. Hein. Il y a le camp Conti, il est là, il n'est plus là. Il y a le camp Condé, il est là, il n'est plus là. À un certain moment, donc, ils sont par exemple les alliés de Gaston, vous savez, le frère de Louis XIII, et c'est ainsi qu'ils se retrouvent à la bataille de Castelnaudary en 1632, révoltés contre le roi Louis XIII à ce moment-là. Mais après, ils se trahissent les uns les autres. Ils se trahissent parce qu'il y a des intérêts. Hein, il y a des intérêts très grands. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Voilà, ils sont tous à se taper les uns sur les autres. Donc la question de l'amitié apparaît comme une sorte d'espace miraculeux, parce que la société est extrêmement violente. Ce sont des camps, hein, des gangs, hein, voilà. Tous ces gens sont un petit peu des oligarques, hein, comme on en parle le terme à propos de Poutine, hein, bien entendu. Et La Fontaine connaît très bien ce monde-là. Tout à l'heure, dans une autre conférence, on parlait de Nicolas Fouquet, qui était le protecteur de La Fontaine. C'était typiquement ce que Poutine appelle, enfin qu'on appelle à propos de lui, des oligarques, hein, typiquement un oligarque. Et donc, il est déquillé par Louis XIV, comme Poutine déquille ses oligarques. Mais les oligarques se déquillent entre les uns les autres tranquillement au XVIIe siècle.
Donc l'amitié, c'est comme une sorte d'horizon miraculeux. Or, La Fontaine a accordé beaucoup d'importance dans sa propre vie à la question de l'amitié. Alors il y a quelque chose de touchant pour moi dans la vie de La Fontaine. On ne sait pas grand-chose de la vie de La Fontaine. On sait qu'il est né un certain jour en 1621, on sait qu'il est mort un certain jour en 1695, on sait qu'il a publié des fables et qu'il est devenu célèbre tard, en 1668, et puis en 78, donc il avait 47 ans, c'est-à-dire l'âge d'un barbon pour l'époque, véritablement. On se doute qu'il a un peu circulé à travers des femmes, mais personne ne sait très bien les trébillet de maîtresse, rien du tout, ce qui est un peu bizarre d'ailleurs. Mais simplement, il a des amis avec lesquels il est très ami. L'un d'entre eux, par exemple, s'appelle Pélisson, qui est un peu originaire de la région, qui était à l'Académie de Castres, qui devient acanthe dans les œuvres de La Fontaine. Mais l'un plus important, qui dure toute la vie de La Fontaine, c'est le chanoine Maucroix. Maucroix est un type pas très connu maintenant, c'est un type qui était au lycée, enfin au collège, comme on disait à l'époque. Le collège, c'est l'enseignement secondaire, ce qu'on appelle maintenant avec La Fontaine, qui est originaire lui aussi de la région de Château-Thierry. Il se voit un peu partout. Maucroix est un chanoine, donc un prêtre. Évidemment, c'est aussi un peu un libertin. Il écrit pas mal de poèmes, olé olé, mais c'est aussi un traducteur extrêmement sérieux de textes antiques. Et on a par-ci par-là, il nous reste très peu de lettres de La Fontaine, mais les dernières lettres de La Fontaine, elles sont avec Maucroix. Ils ont 90 ans à peu près, pas tout à fait. Et ils échangent sur deux choses. Ils échangent sur la traduction de Baruch, un livre de la Bible. Et donc c'est assez étonnant. On voit deux amis qui se corrigent l'un l'autre en disant, comme des gamins, tu as traduit comme ça, mais moi je traduirais plutôt comme ça, je traduirais plutôt comme ça. Ça fait 70 ans qu'ils traduisent, qu'ils s'écrivent. Ils ont fait des œuvres croisées de Maucroix et de La Fontaine. Et puis ils réfléchissent sur la mort. Et effectivement, la dernière lettre de La Fontaine à quelqu'un, enfin qui nous reste, c'est à son copain le chanoine Maucroix. Et il lui dit, tu sais comment j'ai vécu, enfin voilà, je vais mourir. Et clac, bon, il meurt 2 jours après, enfin voilà. Et donc là, on a un personnage qui avait visiblement des amis, qui étaient des hommes, mais qui étaient aussi des femmes. Par exemple, Madame de la Sablière, qui n'a certainement pas été sa maîtresse parce qu'il y avait des différences sociales, etc., et qui le protégeait et qui l'aimait beaucoup, véritablement. Madame de Sévigné, c'est pareil, c'est une grande amitié très très forte. C'est un type qui a des amis et qui ne le trahit pas. Bon, Racine, c'est le contraire, il trahit tout le monde, enfin c'est comme ça, il fonctionne tout à fait autrement. La Fontaine est un monsieur qui considérait qu'effectivement c'était bien ici ou là d'avoir des amis ou des amieux, qui ne sont pas des protecteurs, mais des gens avec lesquels entrer en conversation d'esprit et presque de corps, une conversation sensible. Alors, il réfléchit beaucoup sur l'amitié. Parce qu'en effet, voilà, le monde des fables est un monde, à bien des égards, hostile à l'amitié. Quand vous êtes une cigale et que vous avez faim, vous pouvez toujours aller voir la fourmi en lui disant, mon ami, donne-moi quelque chose. La fourmi, bon, non. C'est pas le père Poussine ou c'est même pas l'abbé machin bidule. Et elle n'a même pas une capitaliste qui va essayer d'organiser un système. Elle se profite de l'occasion pour se moquer d'autres. Quand vous êtes un renard et que vous voulez un corbeau, vous allez évidemment peut-être dire au corbeau qu'il est un brave homme, un ami, un bon chanteur, mais vous êtes prêt à vous moquer de lui. Et d'ailleurs, le corbeau comprend bien que ce n'est pas son ami. Et ainsi de suite. La grenouille n'est pas une amie, etc. Le loup n'est pas l'ami du chien, le chien n'est pas l'ami du loup, les animaux dans la mal de la peste ne sont pas amis les uns les autres, et quand ils ont une bonne opportunité pour tuer, je sais pas, le baudet, ils le font sans hésiter. Donc c'est un monde violent, dur, dans lequel il y a des intérêts d'argent, des intérêts de nourriture, de pouvoir, enfin tout ce que l'on veut. On se casse la figure sans arrêt, et on va dire que le meilleur gagne. Enfin, en gros, c'est à peu près ce qui se passe dans les fables pour l'essentiel. Simplement, c'est pas toujours vrai. Parce que les fables, c'est en fait un peu comme le travail de Balzac dans la Comédie humaine, ou Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, où le monde est horrible dans le Voyage au bout de la nuit, mais ici ou là, de temps en temps, il y a 2 pigeons qui s'aimaient d'amour tendre. Et c'est bizarre, dans ce monde affreux, il y a 2 pigeons, on ne sait pas pourquoi, bon voilà, ils s'aiment, ils s'aiment d'amour tendre. Qui fait une bêtise, il part en voyage, mais quand même, effectivement, ils s'aiment. Il y a des gens qui sont proches, qui sont comme des frères vraiment dans les fables de La Fontaine, de temps en temps, qui apparaissent, et aussi dans les contes, il y a de véritables ententes. Et puis il y a la question de savoir ce que c'est qu'un bon ami, qu'est-ce que c'est qu'un véritable ami. Alors, il se trouve que La Fontaine construit ses livres de fables de manière très savante pour que les fables se renvoient un peu les unes dans les autres. Je reprends un petit peu comme les tableaux de Philippe Vercellotti. Quand on en voit un, c'est pas qu'on voit tous les autres, mais on a vraiment besoin de voir les autres pour comprendre ce qui se passe un peu dans ce tableau, et chaque tableau est un point de vue sur les autres tableaux. Donc on va retrouver éventuellement les mêmes objets, des mêmes couleurs, des envois, etc. Effectivement, il y a une œuvre qui se renvoie l'une dans l'autre. Et donc les fables fonctionnent comme cela, différemment. Ce sont des textes littéraires qui se suivent les uns les autres, mais qui se plient les uns sur les autres. La cigale et la fourmi, ça se plie sur le corbeau et le renard. Et là, les 2 amis sont précédés par une fable, si je tourne la page, et je vous en lis quelques vers, qui s'appelle L'ours et l'amateur des jardins. Il y a un ours, bon voilà un ours, comme dans l'Ariège. Alors les ours, ils sont bien
sympathiques, enfin, mais ils sont un peu limités quoi, dans leur tête, hein, voilà, véritablement. Et donc, il y a un amateur des jardins. Alors, un amateur des jardins, c'est très bien pour La Fontaine. C'est un type qui s'occupe du jardin, du potager, etc. Donc, c'est un type non violent, sympathique, de gauche, écolo, tout ce que vous voulez. Et simplement, il trouve moyen d'avoir comme ami un ours. Le problème, c'est que l'ours voit l'amateur des jardins qui dort, et pendant que l'amateur des jardins dort, il y a une mouche qui vient sur lui, qui vient se poser sur lui. Alors je vous lis ce qu'il y a. Un jour que le vieillard, donc ça c'est l'amateur des jardins, dormait d'un profond sommeil, sur le bout de son nez, une mouche allant se placer, mit l'ours au désespoir. Il eut beau la chasser, je t'attraperai bien, dit-il, et voici comme. Aussitôt fait que dit. Le fidèle émoucheur vous empoigne un pavé, le lance avec roideur, casse la tête à l'homme en écrasant la mouche, et non moins bon archer que mauvais raisonneur, roi de mort étendu sur la place, il le couche. Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami. Mieux vaudrait un sage ennemi. Donc, vous voyez, la fable qui précède finit par la rime ami-ennemi. Il y a des amis que vous pouvez avoir, et ils sont tellement bêtes que autant avoir un bon ennemi, un sage ennemi. Voilà. Évidemment, quelque part, l'ours est un bon ami, un vrai ami du jardinier. Malheureusement, quand il veut l'aider, il le tue. Voilà. Il n'y a rien à lui reprocher, sauf qu'il est bête. Hein. Voilà, c'est tout. On comprend bien que l'amitié, ça prépare déjà le texte qui suit, le vrai ami, c'est pas simplement quelqu'un qui vous aime bien, qui va éventuellement vous rendre des services, mais en plus qui est un minimum sage. D'accord. Mais ce n'est pas non plus. Alors la fable qui suit les deux amis s'appelle Le cochon, la chèvre et le mouton. Alors ils sont trois dans l'histoire et ils sont sur une espèce de carrosse, de char plutôt, et on les amène à la foire. Voilà. Et alors évidemment, on les amène à la foire, c'est pas nécessairement pour leur plaisir. Une chèvre, un mouton avec un cochon gras montés sur le même char, ça en est à la foire. Alors la chèvre et le mouton, ça les embête pas tellement d'aller à la foire parce que bon, on va les vendre, enfin tout ça, ils sont pas très mécontents. Et ils se moquent du cochon parce que le cochon il gueule. Vous savez, bon, le cri du cochon. Serge Pey avait organisé le championnat du monde du cri du cochon. Bon, lui, il fait le cri du cochon. Et alors évidemment, tout le monde est mécontent, y compris le charton. Le charton dit au porc, qu'as-tu tant à te plaindre? Tu nous étourdis tous, que te tiens-tu au quoi, etc. Ces deux personnes-là, plus honnêtes que toi, etc. Donc les autres, le mouton et la chèvre, ils restent calmes à peu près, voilà. Mais le cochon répond, non, mais mon cas n'est pas le même. Eux, peut-être, ils vont s'en tirer. Tandis que moi, je vais être égorgé à coup sûr, puisqu'avec un cochon, qu'est-ce qu'on fait? On le tue, on le mange, etc. Et remarque, effectivement, de La Fontaine, dont Pourceau raisonnait en subtil personnage. Mais que lui servit-il? Quand le mal est certain, la plainte ni la peur ne changent le destin. Et le moins prévoyant est toujours le plus sage. Alors c'est terrible, le moins prévoyant, c'est le plus sage. Mais aucune solidarité entre les trois amis, enfin les trois compagnons, hein, ils sont sur le même char, qui sont embarqués vers le marché. Le fait qu'ils crient n'aide en rien les deux autres qui lui cassent les pieds, les autres, etc. Et donc ce n'est pas parce qu'on est dans l'égalité, on va dire, là je ferai la critique de Mélenchon, c'est parce qu'on est dans l'égalité qu'on n'est pas extrêmement différents et qu'effectivement on est éventuellement violents les uns avec les autres. Donc vous voyez, pour être dans l'amitié, pour que ça marche, il faut du savoir, mais il ne suffit pas non plus qu'on soit dans la même condition. Ils sont tous les trois sur un même char, ils vont à la foire, mais chacun d'entre eux interprète la situation à tort ou à raison, à sa manière, et ils sont effectivement pas du tout en solidarité, et donc absolument pas en amitié les uns avec les autres. Et donc, vous voyez, la question des deux amis est encadrée par la question du savoir. Je peux avoir un ami qui est un crétin des Alpes, eh bien c'est dangereux, hein, mieux vaut avoir un sage ennemi. Et je peux être dans une situation terrible avec un certain nombre de types qui sont dans la même situation que moi, dans la même mine de charbon, dans la même galère. Et c'est pas parce qu'on est dans la même galère qu'on va pas être opposés les uns aux autres. Tous les gens qui ont fait un peu de syndicalisme le savent bien entendu. C'est pas parce que les gens sont dans la même situation sociale, économique difficile qu'ils vont pas trouver chacun dire mais moi j'ai cet avantage et pas moi, et toi, etc. Enfin voilà. Et donc l'amitié, c'est quelque chose qui n'est pas simplement la situation. Les gens qui sont au même niveau social, enfin là c'est un niveau dramatique, hein, ils vont peut-être, c'est le camp de concentration, enfin c'est un truc comme ça, hein, ils vont mourir, hein, en tout cas peut-être les trois, peut-être un simplement. En tout cas, celui qui est sûr de mourir, eh bien, il gueule et les autres ne gueulent pas. C'est peut-être eux qui se trompent, hein, voilà. Et celui qui gueule, il se trompe aussi parce que finalement, ça sert à rien de gueuler. Enfin, voilà. Donc, vous voyez,
le système de l'amitié est encadré par d'autres fables dans ce livre 8 des fables qu'un critique a appelé le livre épicurien des fables. Parce qu'effectivement, dans ces fables-là, celles du livre 8 qui sont extrêmement profondes, extrêmement belles, il est question de la philosophie d'Épicure, c'est-à-dire la philosophie effectivement de l'amitié. C'est-à-dire, dans la philosophie d'Épicure, donc est un penseur grec de l'Antiquité, donc est un penseur atomiste, athée, qui repris à son compte par l'œuvre de Lucrèce à l'époque de Rome. Donc il s'agit dans ce monde il n'y a pas de Dieu, puisqu'il n'y a que les atomes qui sont là. On sait bien évidemment qu'il y a des maladies terribles, qu'il y a du pouvoir, qu'il y a des salopards, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? C'est d'essayer de se retrouver avec des gens qui sont un peu comme nous, c'est-à-dire la même culture, le même niveau finalement de fortune, qui sont la même culture, et avec qui on va éprouver des rapports d'amitié, au fond se consoler les uns les autres de la dureté du monde, et en même temps s'émerveiller de la beauté d'un certain nombre de choses. Et donc l'épicurisme, ce n'est pas évidemment le camp naturiste d'Agde ou je ne sais pas quoi de ce genre. Ici, ce n'est pas ça du tout. C'est une philosophie éventuellement assez austère, presque ascétique même éventuellement, dans lequel on va établir des rapports d'amitié avec un certain nombre de gens et, si possible, d'harmonie avec le monde. Et donc Lucrèce développe un petit peu ça. Le livre épicurien des fables, La Fontaine se pose la question, lui-même était un disciple de Lucrèce et d'Épicure, comment vivre dans ce monde cruel, on va dire, ça fait un peu ridicule de dire comme ça, extrêmement violent. Le monde de la cigale et la fourmi est un monde cruel, le monde des animaux malades de la peste est un monde cruel. Comment essayer de trouver des gens, des situations avec lesquelles on peut vivre sans se faire trop d'illusions? Parce qu'il y a une illusion qui consiste à dire tous les types sont mes amis. Ah oui, mais alors s'il y en a un passage du tout, c'est très dangereux. Ou croire, autre illusion, tous les types qui sont dans la même situation que moi sur le char et qui vont être apportés à la foire sont nécessairement mes amis parce qu'on est tous dans la même galère, on va dire. Mais non, 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 ça ne marche pas comme ça. L'amitié est quelque chose d'assez exceptionnel. Voilà. C'est pour ça qu'évidemment, deux vrais amis, ils ne sont pas au coin de la rue, ils ne sont pas là, ils ne sont même peut-être pas ombre blanche, ils ne sont peut-être même pas rue du Tour, rue Mirepoix, ils vivaient au Monomotapa. C'est-à-dire, on ne sait pas très bien où, peut-être que ça existe, peut-être pas. On a donc là incarné une figure utopique, les vrais amis. Alors ici, le sens de vérité, ce n'est pas le sens de vérité comme chez Descartes. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qui implique contradiction dans une proposition. C'est des amis authentiques, c'est des amis qu'on reconnaît complètement comme des amis, véritablement, entre eux. Et il y en a deux, et ce sont deux hommes. Et alors, sur ces deux hommes, on ne sait pas grand-chose, on ne sait pas leur nom, leur prénom, on ne sait pas leur âge non plus, on peut imaginer qu'ils ne sont pas excessivement jeunes, on peut imaginer qu'ils ne sont pas excessivement vieux, il y a une gravure qui les montre d'âge moyen, on n'a pas de détails supplémentaires, on en a juste un, qui est le seul élément pittoresque, mais un élément pittoresque anti-pittoresque, c'est-à-dire ce n'est pas un élément pittoresque comme chez Flaubert, quand il écrit Salammbô. Salammbô, c'est un roman qui se passe dans l'Antiquité et à Carthage. Flaubert va se balader pendant quelque temps à Carthage, il regarde un petit peu la couleur du paysage, la tête des gus, il essaie de se renseigner avec les archéologues pour nous dire des choses précises, vraies et un peu kitsch sur ce qui se passe dans l'Antiquité du côté de Salammbô, de Carthage, de coin comme ça. La Fontaine ne va pas faire le voyage Monomotapa. Il y a juste le mot. Et ce mot irradie, en quelque manière, d'exotisme, d'ailleurs, d'autres choses, etc. Et il ne nous dit pas que les types sont noirs ou blancs ou jaunes ou verts ou cacao ou n'importe quoi, qu'il y a des palmiers, des bananiers ou je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de palmiers, il n'y a pas de bananiers, il n'y a pas d'exotisme. Vous voyez à peu près ce que peut faire un graveur, un illustrateur du 19e siècle avec le Monomotapa, 2-3 dromadaires au fond, un lion, un jaguar, je ne sais pas quoi, un éléphant, enfin vous voyez, des choses comme ça. Là, rien du tout, on est à l'époque classique, minimum d'exotisme, et tout est contenu dans un mot. Et le mot seul suffit à nous plonger dans une rêverie un peu drôlatique. Et donc, on est au Monomotapa. Eh bien, dès le deuxième vers, on a les conditions de cette amitié. L'un ne possédait rien qui n'appartint à l'autre. Alors, on pourrait s'attendre à trouver quelque chose de vrais amis à la Montaigne. Ils s'aimaient parce qu'ils s'étaient rencontrés, enfin un truc comme ça, le coup de foudre, enfin vous voyez, un truc comme ça. L'amitié, c'est comme les bateaux, etc. Gilles Vartan, un truc comme ça. Bon, non. Voilà, c'est-à-dire quelque chose qu'on a envie de dire romantique, psychologique. Voilà, les dieux les ont dirigés l'un vers l'autre. Non, on a quelque chose de très matérialiste. Il y a quelque chose qui est une égalité dans la propriété.
Alors, c'est très étonnant, c'est pas parce qu'ils s'aiment, parce que je sais pas quoi, enfin, ils partagent les mêmes idées politiques, morales ou n'importe quoi de ce genre. Non, l'un ne possédait rien qui n'appartint à l'autre. Donc, effectivement, la propriété, une sorte, vous savez, comme après 68, il y avait eu des utopies un petit peu à réaliser, des gens qui sont regroupés pour mettre en communauté leurs biens. Donc, il n'y a pas exactement cette idée-là, mais cette idée que chacun met à la disposition de l'autre l'ensemble de ses biens, et on va le voir dedans. Il y a un très beau subjonctif qui est là, qui vient se balader, l'un ne possédait rien, qui n'appartint à l'autre, subjonctif, voilà, parfait, qui est tout à fait magnifique. Donc il y a un échange potentiel, et donc c'est très important à comprendre ça chez La Fontaine, c'est pas de la psychologie, c'est des conditions matérielles. Ils sont à égalité, hein, à peu près, bon, on peut imaginer, mais surtout, les biens circulent de l'un à l'autre sans aucune difficulté. Et on va voir que ça peut aller jusqu'aux femmes, enfin la totalité. On est dans une communauté, 68 ardes, mais enfin, il ne faut pas faire de choses comme ça. Les amis de ce pays-là valent bien, dit-on, celui d'une autre. Donc voilà des vers plus brefs, hein, voilà. Et là, qui est une intervention, on va dire, du narrateur, qui vient nous dire coucou. Vous avez vu Monomotapa? Oui, bon, d'accord. Les amis de ce pays-là riment à Monomotapa, valent bien ceux d'une autre. Oui, ça veut dire, c'est un peu en antiphrase. Chez nous, il n'est pas tout à fait certain qu'on ait des amis. Regardez à la cour, à la ville, les copains, les cigales, les fourmis, le cardinal de Ré, la Rochefoucauld, tous ces gens-là, les guerres de la Fronde. La Fontaine a vécu toute sa jeunesse dans les guerres de la Fronde, la suite des guerres de religion, etc. Bon, il sait ce que c'est la Syrie aujourd'hui, à peu près. Hein, voilà, c'est la France dans les années 1640. C'est la Syrie aujourd'hui. Alors, il n'y a pas l'État islamique, mais ça revient au même. Il y en a d'autres. Hein. Voilà, ils sont tous là en train de s'insulter. Si vous voulez lire des textes politiques extrêmement violents, d'une dureté terrible, il faut lire les Mazarinades, hein, qui datent de cette époque. À côté, ce qu'on dit sur Macron, c'est de la rigolade. Hein. Facebook anti-Macron, c'est vraiment sympa, quoi. C'est très gentil. Hein. Les Mazarinades, c'est autre chose. Hein. Vraiment, bon, là, c'est quand même. Là, c'est du sérieux. Hein, voilà. C'est abominable. Hein. Et puis, évidemment, les types se donnent des coups d'épée les uns les autres. Hein. Vous savez que la Rochefoucauld a failli être étranglée par le cardinal de Ré qui lui a coincé la tête entre deux portes. Voilà. Ils avaient tous des maîtresses, ils donnaient des coups d'épée, etc. Enfin, ils étaient très très violents. La Fontaine connaissait ce monde-là. Hein. C'est l'aristocratie française. C'est pas les petits salons avec les tasses de thé à 5 heures. Hein. C'est les types qui se battent. Hein. Quand le Montmorency est à la bataille de 1632 à Castelnaudary, il est là pour prendre le pouvoir. Alors il n'y a pas de chance, il était blessé à cheval au bout d'une demi-heure et crac, on le décapite ici. Mais il n'était pas sympathique. Hein. Voilà. Et les autres non plus. C'est une société guerrière, hein, véritablement. Les aristocrates, c'est des combattants. C'est les femmes qui arrivent un petit peu à les discipliner avec les salons. Mais dès qu'ils peuvent, ils se rebattent. Donc, les amis valent bien ceux d'une autre. Il y en a peut-être chez nous. C'est pas si évident que ça. On est sur ce que Barthes appelle de la pensivité, c'est-à-dire quelque chose qui nous amène à nous interroger. On n'est pas simplement sur un récit lourd. Une nuit que chacun s'occupait au sommeil et mettait à profit l'absence du soleil, un de nos amis sort du lit en alarme. Là, c'est des vers parmi les plus géniaux de La Fontaine dans leur platitude absolue. Parce qu'il aurait pu écrire simplement une nuit, voilà, c'est un jour, c'était une nuit, vous savez, un truc comme ça, voilà, un peu à la Barbara ou n'importe quoi de ce genre. Mais non, ça ne suffit pas. Bon, on pourrait résumer, on pourrait dire, Monsieur La Fontaine, il y a 2 vers de trop. Hein, voilà, bon, une nuit que chacun s'occupait au sommeil et mettait à profit l'absence du soleil. Ouais, bon, c'est pas terrible, hein, voilà. C'est même pas romantique non plus. S'occuper au sommeil. Si ça c'est de la poésie, non, je fleurouille, jamais. Enfin voilà, bon, c'est pas de la poésie, hein, c'est pas joli. Or, effectivement, La Fontaine met ces 2 vers, on va dire un peu lourds et très précis. C'est pas simplement le temps, il est important qu'il y ait le sommeil. Alors le sommeil, c'est une occupation pour La Fontaine. C'est une occupation très physique, nécessaire. C'est pas le rêve romantique, on voit arriver la Vierge Marie ou je ne sais pas quoi pendant la nuit. C'est une activité véritablement nécessaire pour vivre. Donc on s'occupe au sommeil. Donc c'est des sages, ils dorment. Et on sait bien, s'il y en a qui sont plus ou moins insomniaques, que ça peut être très mauvais de ne pas dormir. Et donc, pour La Fontaine, ça fait partie vraiment de la santé, de la vie, du travail. Et sur sa pierre tombale, enfin qu'il envisageait, il avait voulu mettre Jean s'en alla comme il était venu, il passait à 2 moitiés dans sa vie, l'une à dormir et l'autre à ne rien faire. Mais il trouve que c'est très bien de dormir. Enfin, il l'explique un petit peu dans le songe d'une habitaire du Gogol. Et donc, on s'occupe au sommeil et on profite de l'absence du sommeil. Et profiter, s'il n'y a pas de verbe plus antipoétique que profiter. Je ne vais pas encore faire comme Mélenchon, le profit, un truc comme ça. Mais on voit bien que profit n'est pas un verbe depuis l'origine qui appartient au vocabulaire qu'on appelle poétique. Mais pour La Fontaine, ce travail qui permet de se reconstituer le corps, véritablement, donc de profiter, dans ce sens où ma grand-mère disait « va te promener, tu vas profiter, mange la soupe, tu vas profiter », c'est ce sens-là, hein, un peu ancien du verbe « profiter », c'est pas le profit que critique en effet Mélenchon, c'est effectivement
tirer parti avec efficacité des biens qui nous sont donnés, peu importe lesquels. Enfin. Et donc, on a quelque chose, on va dire, d'extrêmement matérialiste. On n'est pas du côté du songe, un Fred de Musset ou de Victor Hugo. Pas de vision, rien du tout. Ils dorment, c'est bien, c'est un travail, ils profitent. On est vraiment les pieds dans le sommeil, la tête dans le sommeil. On y est bien dedans. Un de nos amis sort du lit en alarme, présent, disons, de narration, il court chez son intime, éveille des valets, et donc ça va très vite, et donc on voit comment le verre est cassé en petits morceaux, donc on voit qu'on est dans un milieu social où il y a des valets, enfin bon, voilà, ça suffit pour qu'on comprenne qu'on n'est pas chez les pauvres paysans. Morphée avait touché le seuil de ce palais, et d'un seul coup, alors qu'on était dans le lourd, hein, les valets, la maison, etc., hop, voilà Morphée. Alors Morphée, les gens croient parfois que c'est une femme, à cause des bras de Morphée. Tout le monde a envie d'aller dans les bras de Morphée, ploup, se jeter dans une dame. C'est un type, hein, voilà. Alors Morphée, donc, c'est une divinité du sommeil, il est élégant, et effectivement, il vient toucher effectivement les gens. Bon, c'est bonne nuit les petits, vous savez, hein, voilà, il vient faire endormir comme l'ours, hein, voilà, qui arrive, mais c'est un être humain, un homme avec des petites ailes, une divinité, et Morphée, donc, vous amène effectivement le sommeil, et donc ça donne la morphine, enfin, tous ces mots-là. Morphée vient toucher le seuil de la maison. Alors, toucher comme, vous savez, dans l'Antiquité, où on vient toucher le seuil, on vient transformer l'espace en espace plus ou moins sacré. C'est très important, parce que, y compris enfin, dans les guerres de religion, on va mettre les noms, on va écrire une croix ou pas de croix. Les nazis vont faire ça avec les juifs, etc. Toucher le seuil, c'est un acte éventuellement criminel, hein, dans le cas des nazis, mais c'est aussi quelque chose qui transforme le lieu. Effectivement, on sort d'un seul coup, une espèce d'un truc un peu lourd, s'occuper au sommeil, profiter, etc. Et soudain, il y a un petit passage de poésie. On est au Monomotapa, en Afrique, du côté de Madagascar, et soudain il y a Morphée, c'est Grèce. Et ça, c'est le génie de La Fontaine, clac, Monomotapa, vulgarité qui peut se passer ici, dans l'Ariège, à Toulouse, hein, voilà, on s'occupe au sommeil, et soudain, Morphée, Dieu apparaît. L'ami couché s'étonne, il prend sa bourse, il s'arme, donc le verre est brisé en petits morceaux, voilà, le verre devient de nouveau un peu prosaïque, si on veut, vient trouver l'autre et dit, voilà, des coupes un peu partout, on n'a pas ce qu'on appelle des alexandrins très réguliers, et il parle directement, au discours direct, il vous arrive peu de courir quand on dort. Vous me paraissez homme à mieux user du temps destiné pour le somme. On revient sur la thématique du sommeil auparavant. Le copain, l'ami, effectivement, est quelqu'un qui dort, quand il dort, voilà. Et ça, c'est bien. Un homme qui use bien du temps pour le somme, donc qui profite du sommeil. Donc c'est tout à fait étonnant de voir ce type équilibré, qui a bien un rapport correct avec son corps, puisqu'il dort bien. Vous voyez, tous ces thèmes actuels du développement personnel, c'est déjà un petit peu là-dedans. Donc effectivement, l'autre lui dit, ben voilà, normalement, vous dormez, c'est très bien de dormir la nuit. C'est pas du tout le romantisme de Balzac ou compagnie, où on se prend du café toute la nuit, on aura 45 ans ou 50 ans, parce qu'on a pris tout ça. C'est pas Gainsbourg, etc., les fêtes et compagnie. C'est La Fontaine, un poète du on roupille la nuit quand c'est la nuit, hein, voilà, tranquillement. Voilà, c'est vraiment une pensée qui n'est pas celle que le romantisme, Rimbaud, Verlaine et compagnie, la nuit, etc., mes nuits sont plus belles que vos jours, enfin tout ça. Non, 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 non. Non, on est dans autre chose là, avec La Fontaine en particulier, même si au XVIIe siècle, il y avait évidemment des gens comme Cyrano de Bergerac qui faisaient la nuit, qui étaient le Gainsbourg de l'époque et compagnie, enfin bien sûr. Mais pas La Fontaine, hein, pas La Fontaine, le mot du monde. À mieux usant du temps destiné pour le somme. En voici. Si vous est venu quelques querelles, j'ai mon épée, allons. Donc c'est non seulement des gens aisés, mais très probablement des nobles. Puisque donc il a une épée, donc c'est comme Don Juan dans la pièce du même nom, enfin le festin de Pierre, où Don Juan voit des types qui se font attaquer, il arrive avec son épée et il est prêt à les défendre. Donc c'est la fraternité, la solidarité aristocratique qui est nécessaire. Mais ça va plus loin. Vous ennuyiez-vous point de coucher toujours seul ? Une esclave assez belle était à mes côtés, voulez-vous qu'on l'appelle ? Bon, alors c'est pas un passage extrêmement féministe, hein, il faut le dire. Bon, mais bon, c'est pas mal quand même, hein, voilà. Donc il a une esclave, bon, ben voilà, donc il est riche, il est noble, il a aussi une esclave assez belle. Bon, elle n'est pas si belle que ça, mais enfin, c'est modeste, mais elle est quand même assez belle, elle est pas mal, hein, je vous vole pas sur la marchandise. Voulez-vous qu'on l'appelle ? Elle était à mes côtés, donc on propose effectivement le service. Donc on a quelque chose qui était vraiment très, très répandu dans l'Antiquité. Hein. On a retrouvé quelques plaques de relais de poste, il y en a une vers le seuil de Naurouse par là, il y a le prix de l'hôtel dedans, et puis il y a le prix des filles. C'est pas très cher, hein, voilà. Ce qui coûte cher, c'est d'avoir les chevaux. Et donc cette idée-là de l'hygiène, même quand j'étais en Chine, les types étaient toujours étonnés quand on était avec des copains qu'on ne prenne pas les filles, parce que les préservatifs étaient plus chers que les filles. Et donc voilà, mais c'était pour la santé, c'était juste la santé, voilà. Ils ne comprenaient pas bien. Non, on est dans un monde où on est dans l'échange de l'argent, des corps, la femme,
on n'est pas dans le féminisme, c'est sûr, et dans la force, véritablement. Donc pour nous, on est dans un monde qui est très, très, très loin du nôtre, tel qu'on se le représente. Et pour La Fontaine aussi, sans doute pas mal, parce que c'est pas du tout évident qu'au XVIIe siècle, on filait des esclaves comme ça aussi facilement. Donc on est dans une sorte de monde un peu rêvé. Non, dit l'ami, ce n'est ni l'un ni l'autre point, je vous rends grâce de ce zèle. Et voilà la raison. Vous m'êtes en dormant un peu triste apparu. J'ai craint qu'il ne fût vrai, je suis vite accouru. Et voilà donc ce verbe, cet adjectif, excusez-moi, triste, accompagné de la locution verbale qui corrige un petit peu, un peu triste à Paris. Alors triste est un mot très important dans la littérature poétique. Voilà. C'est un mot qui vient du latin, tristis en latin, donc il veut dire quelque chose comme triste, comme on le dit nous-mêmes. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire triste, mais aussi de mauvais augure. C'est aussi le titre d'un livre d'Ovide. Ovide est un personnage important de la poésie romaine et qui se retrouve exilé, plus ou moins par Auguste, du côté de la mer Noire, ce qu'on appelle le Ponteuxin à l'époque. Et là-bas, il n'est pas très content d'être là-bas parce que il aimerait mieux être à Rome, parce qu'à Rome, les choses se passent, il y a les cinémas, les théâtres, etc. Il y a Internet, mais pas là-bas. Et donc, il écrit des poèmes dans lesquels il se plaint sans arrêt. Il est malheureux, il souffre parce que le coin est un peu désert, les gens ne parlent pas latin et tout ça, même s'il apprend la langue du coin. Et il appelle ça, ces poèmes, il y en a une partie qui s'appelle les pontiques, donc les poèmes sur ce qui est composé là-bas, et une partie qui s'appelle les tristes. Donc, il y a une antériorité poétique très très grande du mot triste, et ça continue jusqu'à, par exemple, Verlaine, au triste, triste était mon âme, à cause d'une femme. Et donc, triste, cette expression un peu faible, quelque part, et pas du tout cuistre. Si je dis que je suis mélancolique, j'ai un petit peu le doigt en l'air, parce que ça fait grec, enfin tout ça, ça fait un peu médical aussi. Non, voilà. Triste, c'est un peu n'importe qui, c'est pas grand-chose, c'est modeste. Bonjour tristesse, vous voyez le livre de François Sagan, par exemple, qui est une citation de Paul Éluard dedans. Et elle réfléchit un petit peu sur ce mot noble et grand de tristesse, mais c'est aussi d'antiphrase parce que ce n'est pas un mot si noble et si grand. C'est un peu n'importe qui est triste. Quand on est mélancolique, ce n'est pas tout à fait n'importe qui. Enfin, voilà. Donc c'est triste, mais c'est en plus, litote, un peu triste. Pas grand-chose. Et on va dire, triste n'est pas une vertu virile, aristocratique, etc. Vous voyez, Don Juan n'est pas triste, le moins du monde. Les grands personnages de Racine ou autres ne sont pas tristes. Fait ne veut pas dire, je suis triste, les gars, parce que Hippolyte, il me fuit. Non, on ne va pas dire ça, bien entendu. C'est pas noble. Donc, c'est un mot familier, un peu faible, si vous voulez. C'est pas un mot tragique. C'est un mot de l'amitié entre des gens qui s'aiment bien, mais qui sont un petit peu modestes. Et c'est même pas triste, c'est un peu triste. Voilà, un peu triste. Et donc, dans le sommeil, ce n'est pas les dieux que j'ai vus, ce n'est pas Athalie, dans son songe qui voit apparaître ceci ou cela, vous savez, le songe d'Athalie que reprend Racine au début de la pièce du même nom. Ce n'est pas une vision, c'est le proche, l'ami, dont on ne sait pas le nom, qui apparaît, qui est vivant, et dans ce songe, il m'est apparu un peu triste. Ce fut comme une apparition, écrit Flaubert dans un texte célèbre au début de l'Éducation sentimentale. Là, c'est vraiment une apparition. Et donc le mot apparaître est très beau, vous savez, les apparitions de la Vierge Marie, etc. Quelque chose n'est pas simplement rendu visible, mais paraît devant moi d'un seul coup avec une force puissante, véritablement. Bernadette Soubirous voit apparaître d'un seul coup la Vierge Marie. C'est une apparition, c'est pas simplement, elle a vu, tiens, il y a 2 moutons, il y a aussi la Vierge Marie. Non, la Vierge apparaît, sort de l'invisible et soudain, crac, il y a un truc qui interpelle véritablement. J'ai craint qu'il ne fût vrai. Je suis vite accouru. Ce maudit songe en est la cause. Et voilà donc, disons, l'espèce de conclusion de la partie récit. Et donc, il y a ce songe qui n'est pas le songe d'Athalie, qui est juste un petit songe, et donc il peut maudire, etc. Et puis, il n'y a pas de réponse de l'autre. Il n'y a pas de commentaire. « Ah ben non, tu te trompes, ça va bien, les gars. J'ai vu un film à la télé, tout va bien, viens petit coller, etc. » Le récit s'arrête là. Et donc, il est comme en suspension. On ne sait pas ce que lui dit le copain, qui pourrait lui dire « Tu as venu me réveiller pour ça ?» Ça s'arrête là-dessus. Donc on a un récit arrêté, en suspension. Ce maudit songe en est la cause, point. Et puis intervention du narrateur, commentateur, qui va s'adresser de manière remarquable au lecteur en reprenant l'alexandrin. Qui d'eux aimait le mieux? Que t'en semble, lecteur, cette difficulté, il faut bien qu'on la propose. Et donc, adresse au lecteur. Dans les salons et puis en d'autres endroits, s'invente à ce moment-là ce qu'on appelle la conversation, sur lequel Marc Maroli a écrit un très beau livre. Conversation, sur cette époque-là, la conversation, c'est une invention des salons du XVIIe, de la fin du XVIe siècle, et on va dire une invention française, très largement. C'est-à-dire, entre plus ou moins les aristocrates, là où d'autres bourgeoisies, on cherche entre gens de conditions à peu près égales, cultivés, qui décident d'être dans la même unité,
de parler librement, sans censure, sans interdire quoi que ce soit, de ce qu'on veut, avec une élégance, sans imposer à autrui, comme le professeur là, que je suis en ce moment, un discours qui dure des heures et des heures et qui, au bout d'un moment, quand même, on se dit, hein, il va finir par se taire. Donc la conversation, c'est un échange où on se tourne l'un vers l'autre sans se convertir, ce n'est pas une conversion, mais on se tourne à tour de rôle, les hommes, les femmes, etc. Et donc La Fontaine invente assez fortement quelque chose dans la littérature qui est une sorte de lecture-conversation. Le lecteur est celui auquel je m'adresse. Ça vient de Montaigne, en réalité. Hein. Au début des essais de Montaigne, il s'adresse au lecteur. Mais simplement, La Fontaine reprend cette idée à Montaigne, mais la fait apparaître de manière discontinue à l'intérieur des fables et pose une difficulté. Que t'en semble le lecteur? Donc le lecteur est tutoyé, c'est un égal. On lui propose de réfléchir. Au fond, c'est la démarche constante qu'a La Fontaine dans ses fables. Il y a une cigale, il y a une fourmi. Je supprime la morale. Lecteur, est-ce que tu penses qu'il faut être comme la cigale? Est-ce qu'il faut être comme la fourmi? Est-ce qu'il faut être autre chose que la fourmi ou la cigale? Qu'est-ce que tu vas faire? Que t'en semble, lecteur? C'est la question vraiment fondamentale des fables. C'est la question vraiment de la littérature contemporaine. C'est la question que posent de manière ou d'une autre des livres comme Kundera, par exemple, ou bien d'autres auteurs comme ça, ou plus récents encore. C'est-à-dire la littérature comme objet, enfin, qui offre des récits à partir duquel on invite le lecteur à méditer quant à lui-même sur la morale, hein, puisque là il est question de morale. Qu'est-ce que c'est que la véritable amitié? Que t'en semble, lecteur? Cette difficulté vaut bien qu'on la propose. Alors on sait bien ce que c'est qu'une difficulté. Parfois, une difficulté, c'est ce que Pascal envoie à Descartes ou à Fermat. On s'envoie une difficulté. C'est-à-dire, j'ai trouvé un truc vraiment très compliqué, un problème de mathématiques vraiment compliqué, je t'envoie le machin. Ça, c'est sérieux, on va dire. C'est entre mecs. Hein. Fermat et Pascal s'envoient constamment avec le père Mersenne des difficultés comme ça qui sont des problèmes. Évidemment, là, on est dans quelque chose qui apparemment n'est pas aussi sérieux qu'un problème de maths, un problème politique, un problème de physique, enfin ce que l'on veut dans ce genre. Et c'est une question qu'on peut se poser avec des dames éventuellement, vous voyez, enfin, mais c'est lecteur, c'est pas lectrice. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le véritable ami? On va voir à ça. Et cette difficulté vaut bien qu'on la propose, en dépit du fait qu'on a envie de dire que les choses sérieuses, c'est la guerre en Ukraine, c'est les mathématiques, c'est la physique, c'est la planète Mars, enfin, je ne sais pas quoi. Enfin, vous voyez, il y a des tas de trucs qui sont des difficultés plus intéressantes apparemment pour les esprits sérieux que cette difficulté qui est proposée. Or, cette difficulté, elle vaut bien qu'on la propose. Et la réponse ne sera pas apportée tout à fait. Qu'un ami véritable est une douce chose. Au lieu de nous proposer un choix, c'est celui, le 1 ou le 2 qui est le mieux. On lance un élément lyrique, c'est-à-dire une exclamation qui va être suspendue sur l'amitié. Qu'un ami véritable est une douce chose, et qui est une exclamation qui s'envole, hein, qu'un ami véritable est une douce chose, avec la rime féminine à la fin, et qui est une exclamation anti-gonflante. Vous savez, les exclamations gonflantes, c'est celles qui sont c'est de plus en plus gros. C'est-à-dire parfois chez Victor Hugo. Au début c'est petit, puis ça grandit, et puis à la fin, moi, etc. Dieu, la mort, de plus en plus. Or ici, c'est l'inverse. C'est très classique, c'est la litote. Qu'un ami véritable, ça c'est important. Une douce chose, c'est pas grand-chose. Une douce chose, hein, voyez, une doudoune quelconque. Enfin, voyez, au lieu d'aller du plus fort vers encore plus fort, on va du fort, un ami véritable, à quelque chose qui est presque effacé. Une douce chose. Je pourrais dire que c'est une douce chose, ça peut être toutes sortes de choses, hein, en vérité. C'est une sorte d'exclamation litotique, hein, pour risquer une expression un petit peu comme ça, un peu bizarre. Et c'est très très joli parce que ça laisse en suspension. Il cherche vos besoins au fond de votre cœur. Alors, un écrivain plus ou moins moyen, moi par exemple, aurait écrit « Il cherche nos besoins au fond de mon cœur ». J'aurais mis moi, enfin nous, enfin voilà. On voit très bien. Or, ici, La Fontaine fait autre chose. Il se souvient qu'il s'adresse à son lecteur et qu'il y a une sorte d'égalité avec le lecteur qui est tutoyé. Maintenant, il va le vous voyez. Mais il ne va pas simplement voyer ce lecteur, mais tout le monde. Et donc, il s'adresse à autrui. Vous voyez, ce qui suit, il nous épargne la pudeur, je le relis, hein, en le corrigeant, je suis le professeur de La Fontaine, arrête avec ton vous, je suis un nous, il nous épargne la pudeur de lui découvrir nous-mêmes. Ça marche du point de vue de la rime, etc. C'est parfaitement correct. Simplement, c'est un peu autocentré. C'est moi, nous, les copains, etc. Tandis que là, c'est une adresse à autrui, on va dire amicale. C'est-à-dire, là c'est très très beau de la part de La Fontaine, à l'intérieur d'une fable sur l'amitié, il fait l'amitié au lecteur de s'adresser à lui en le vouvoyant et en s'effaçant lui-même. On est vraiment dans l'art de la conversation. C'est-à-dire, je ne parle pas de moi,
je m'adresse à vous en tant que vous êtes vous, et je vous laisse la possibilité de réfléchir et de vous concerner vous-même. Et puis je reprends évidemment ce qui a été dit avant, et là c'est la conclusion magnifique, un songe, un rien, tout lui fait peur, quand il s'agit de ce qu'il aime. Et donc on reprend le mot songe qu'on a vu un peu auparavant, qui était le maudit songe, qui maintenant est devenu un songe. Le maudit disparaît, donc songe à tous les sens qu'on peut donner au terme songe. Un rien, bon, le plus petit c'est quelque chose, une douce chose, mais on est encore plus bas qu'une douce chose maintenant. Et puis un rien appelle presque mécaniquement tout, qui est évidemment l'inverse de rien. Tout lui fait peur quand il s'agit de ce qu'il aime. Et bien sûr, là, la formulation la plus antipoétique possible, apparemment. Il s'agit d'eux. On dirait un policier. Il s'agit de vous mettre une contravention. Il s'agit de remplir votre dossier pour la Sécu. Il s'agit de travailler, cher étudiant, plutôt que de dormir. Enfin, voyez, ce genre de choses. Voilà. Et donc, il s'agit d'eux, c'est laid, quoi. Enfin, voilà, c'est pas de la poésie d'habitude. Il aime. C'est la poésie, hein, voilà ce qu'on appelle comme ça. Et donc, on revient un peu comme au début, comme de vrais amis vivaient au monomotapa. L'art de La Fontaine, c'est de faire du poétique avec éventuellement des choses qui ne sont pas ce qu'on appelle poétique, ce que Méchonic appelle le poétiquement correct. Le poétiquement correct, c'est fontaine, pluie, neige, douleur, mélancolie, souffrance, femme, yeux, enfin je ne sais pas quoi. Enfin, vous avez la liste, hein, voilà, les noms suivent, et vous bricolez avec ça de la poésie. Ça peut être pas mal. Hein, les caves de l'hôtel de la César sont pleines de poétiquement correct depuis 2 siècles ou 3 siècles. Mais ici, quand il s'agit de ce qu'il aime, même dans les sons au départ, ce n'est pas joli. Que c'est une occlusive, quand il s'agit, bon voilà, ce qu'il aime. Et c'est une rime féminine, avec même et tout cela. Et là, on est parti sur une rêverie. Et donc, c'est presque l'inverse de qu'un ami véritable est une douce chose. C'est quand il s'agit, c'est pas terrible, de ce qu'il aime. Et voilà, maintenant, voilà. Et la fable se boucle. Elle commençait par 2 vrais amis, et on termine par le verbe aimer, qui est la même chose que ami, mais c'est un peu plus. Parce qu'on sait bien que dans l'amour, il y a quelque chose d'un peu plus peut-être que dans ce qu'on appelle l'amitié. Et là, on peut partir et se dire, oui, quelle est la différence entre amour et amitié, etc. etc. Et là, on est reparti pour une discussion avec Madame de Sévigné, tous ces gens-là, les lecteurs de l'Astrée, etc. Et donc, on est parti pour, de nouveau, une conversation, un plaisir. On voit bien que cette fable est faite pour être lue entre amis, véritablement. Elle n'est pas une fable pour les enfants. Hein. Voilà, quand on dit La Fontaine de Tolder pour les enfants, c'est clair que ce n'est pas une fable pour les enfants, même si, évidemment, les enfants peuvent la lire. C'est une fable pour des adultes, éventuellement des vieux adultes, avec une réflexion sur l'amitié, sur le monde tel qu'il est, sur ses difficultés. Ce n'est pas une fable, évidemment, qu'il faudrait interpréter avec l'homosexualité, des trucs comme ça, des trucs genrés et compagnie. C'est pas du tout ce champ dont il est question dedans. Il y a des textes de La Fontaine dans lesquels il est question de sexualité. C'est pas du tout le cas, là, le moins du monde. Ça serait vraiment stupide de se demander si c'est des homos ou je sais pas quoi. C'est pas du tout le problème. C'est un autre type d'amour dont il est question, qui peut avoir des dimensions sexuelles, mais c'est pas le problème ici. C'est pas la question. Voilà donc cette lecture d'une fable de La Fontaine. J'aime beaucoup qu'il y ait un peu de monde pour parler de La Fontaine. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Et cette fable est une des plus jolies. Voilà. Vous venez d'écouter à l'instant Yves Le Pestipon à la librairie Ombre Blanche à Toulouse le 6 février 2023 lors d'un nouveau classique au détail consacré à la fable 11, livre 8 de La Fontaine, Les 2 amis. Réalisation et mise en onde, Radio Radio. Beaucoup de mes amis sont venus des nuages, avec soleil et pluie comme simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères, la plus belle saison des 4 de la terre. Ils ont cette douceur des plus beaux paysages et la fidélité des oiseaux de passage. Dans leur cœur est gravée une infinie tendresse, mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse. Alors ils viennent se chauffer chez moi, et toi aussi tu viendras. Tu pourras repartir au fin fond des nuages et de nouveau sourire à bien d'autres visages. De
donner autour de toi un peu de ta tendresse. Lorsqu'un autre voudra te cacher sa tristesse, comme l'on ne sait pas ce que la vie me donne, il se peut qu'à mon tour je ne sois plus personne. S'il me reste un ami qui vraiment